au cours de son cheminement, donc elle va parler à distance et on va lui passer la parole. Allez-y, on vous Merci, écoute. Merci, professeur Agina. Permettez-moi d'abord de m'excuser encore une fois de ne pas pouvoir être parmi vous à cause d'un accident au cours de mon déplacement. Permettez-moi aussi de remercier tous les membres du bureau de la STGO pour m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de parler d'une question très pertinente, la préparation de l'endomètre pour transfert d'embryons congelés. Car, comme vous le savez très bien, le transfert d'embryons congelés aujourd'hui constitue un des actes d'AMP les plus fréquemment utilisés. D'ailleurs, on transfert d'embryons congelés au jour d'aujourd'hui que de transferts frais. Jusqu'à 77% des transferts aux États-Unis et 34% des transferts du fait du développement de la vitrification embryonnaire, de l'augmentation du fridol et de la préservation de la fertilité. Et pourtant, beaucoup de protocoles sont proposés actuellement, du cycle artificiel au cycle naturel, au cycle stimulé, sans qu'il y ait des recommandations claires qui recommandent la pratique de ces protocoles. Au jour d'aujourd'hui, le protocole optimal n'est pas déterminé. Donc, cycle artificiel, cycle naturel, cycle stimulé, que choisir? Alors, si le cycle artificiel aujourd'hui, c'est le cycle le plus utilisé, grâce à sa flexibilité, grâce à sa pratique d'utilisation, toutefois, des tendances à incriminer un taux de fausse couche important avec le cycle artificiel et à mettre en doute son innocuité nous rappelle aujourd'hui à revoir la question d'un cycle artificiel en première intention et de revoir les rendements des autres types de cycles. Donc nous allons commencer d'abord par le cycle artificiel. Et le principe général pour tous ces protocoles, c'est comment synchroniser entre l'endomètre réceptif et l'embryon compétent pour que le dialogue entre les deux puisse s'établir et mener à une grossesse. Donc, le cycle artificiel, premier cycle aujourd'hui utilisé en Europe et de par le monde, le principe, c'est de recréer une maturation endométriale grâce à l'administration exogène d'oestrogènes qui vont permettre le développement de l'endomètre et la synthèse des récepteurs à la progestérone, puis l'introduction de la progestérone qui va ouvrir la fenêtre d'implantation, permettre les modifications sécrétoires et donc permettre par la suite le soutien UPA. Plusieurs molécules, plusieurs voies et plusieurs doses. Le début est certes consensuel, premier, deuxième jour, tout est comparable. La dose fixe ou par palier, en tout cas les plus consensuelles et les plus fréquemment utilisées au jour d'aujourd'hui, c'est la voie orale avec la dose de 6 mg en mode stable ou un mode par palier, 2 mg à la première semaine, 4 mg de J8 à J12, puis remonter à 6 mg à partir de J13 jusqu'au timing du transfert embryonnaire. Ces deux protocoles semblent les plus utilisés et les plus recommandés. Quelle est la durée minimale d'introduction des oestrogènes? La durée minimale établie dans la littérature, c'est de 10 jours, puisqu'on peut voir un endomètre d'épaisseur à 7 mm et type 1, donc réceptif, au bout de 5 à 6 jours d'introduction d'oestrogènes. Toutefois, une durée minimale de 10 jours des oestrogènes est requise, sans laquelle le taux d'avortement serait important. Quelle serait la dose maximale d'introduction des oestrogènes? Alors, les données de la littérature vont jusqu'à 28 à 36 jours, qui permettent l'endomètre d'atteindre l'épaisseur requise, 7 mm, l'aspect requis, et pour une meilleure flexibilité du timing, pour le timing du transfert par rapport aux centres qui font beaucoup de transferts. Maintenant, la question de la voie d'administration. Si la voie orale est la plus utilisée, la voie transdermique semble actuellement donner plus de résultats concurrentiels. Et dans une étude, dans une méta-analyse récente publiée en 2020, voie transdermique par rapport à la voie orale, il n'y aurait pas
d'amélioration concernant les taux de grossesse, ni le taux d'avortement. Donc, voie transdermique versus voie orale, pour le moment, les taux de grossesse sont comparables. Il n'y a pas d'infériorité de la voie orale par rapport à la voie transdermique. Donc, tout dépend de la disponibilité donc, des médicaments dans chaque pays et l'accès donc, aux médicaments pour chaque patiente. Deuxième molécule importante, peu d'études également sur la progestérone. Excusez-moi. Plusieurs voies sont également proposées. Progestérone par voie orale, progestérone par voie rectale, progestérone par voie parentérale. La voie vaginale reste la plus utilisée, capsule, comprimée ou PCR, mais c'est la voie la plus utilisée car c'est la voie qui offre des concentrations tissulaires intra-utérines 10 fois supérieures aux concentrations sanguines. Donc c'est l'effet, donc c'est l'avantage de cette voie vaginale. Il n'y a pas de preuve actuellement de la supériorité d'une voie par rapport à l'autre. C'est pour cela que la voie vaginale reste la plus utilisée. Dose, peu d'études sur la dose optimale. Toutes les doses sont extrapolées des cycles de transfert frais. Il n'y a pas d'études comparatives dans le transfert d'embryons congelés. Donc, pour les capsules, c'est 3 fois 200 mg, c'est-à-dire 600 mg par jour. Et pour les suppos, 2 fois 400 mg par jour, donc 800 mg. Récemment, une étude a en fait essayé de montrer la supériorité d'une dose de 1200 mg par rapport à 900 mg, mais la méthodologie reste biaisée et les doses actuellement recommandées restent aux alentours de 600 mg par jour. En fait, le concept le plus important dans le cycle artificiel par rapport à la progestérone et qui émerge actuellement des études récentes, c'est une dose personnalisée. Comme vous le voyez sur le tableau, en fait, tout dépend du taux de progestérone autour du jour de transfert. Et vous voyez très bien que les taux de grossesse sont réduits de moitié lorsque les taux de progestérone vont osciller entre 9 et 15 nanogrammes par millilitre selon les études. Comme vous le voyez très bien, jusqu'à 50% des patientes peuvent être en insuffisance de dose, c'est-à-dire un taux de progestérone insuffisant le jour du transfert. Ce qui interpelle à la remise en question du taux de progestérone nécessaire avant le transfert afin de pouvoir optimaliser les taux de grossesse en transfert d'embryons congelés. Bien sûr, toutes ces études ont utilisé des formes vaginales. Donc, les taux plasmatiques, les progestéronémies restent modestes par rapport à celles obtenues par la voie intramusculaire ou sous-cutanée. Mais comme la voie vaginale est la plus utilisée, donc nous sommes donc obligés de suivre les résultats de ces études. Le plus important dans ces études-là, c'est que comme vous voyez pour la première étude, le taux de naissance vivante optimal a été déterminé pour une fourchette entre 15 et 30 nanogrammes par millilitre. Ce qui veut dire qu'une stratégie thérapeutique adaptée doit être choisie par chaque centre en fonction de la voie utilisée et en fonction du taux de progestérone choisi. Ainsi, pour les premiers auteurs sur ce tableau, lorsque la progestéronémie était inférieure à 10 nanogrammes, ils ont essayé de doubler la dose à 1200 mg par jour, le jour du TEC, et à 48 heures, ils ont recontrôlé le taux de progestérone. Malheureusement, pour ces patientes-là, même si le taux remontait, on n'obtenait pas plus de meilleurs taux de grossesse. Alors, ces auteurs se sont dit qu'en fait, c'était la correction qui n'était pas à temps. Et donc, dans la troisième étude, ils ont retardé le transfert embryonnaire de 24 heures jusqu'à ce que les patientes remontent leur taux de progestérone. Et c'est ainsi qu'ils ont obtenu, en fait, une amélioration des taux de grossesse. L'étude la plus récente est celle de Labarta, la dernière en 2019, qui a en fait combiné les deux voies d'administration de progestérone
la voie vaginale à celle sous-cutanée pour améliorer les taux plasmatiques. Car, comme vous le savez très bien, les taux de progestérone plasmatique ne peuvent pas refléter exactement la dose vaginale utilisée, puisqu'il y a un minimum, donc il y a un seuil d'absorption par voie vaginale de la progestérone. Et qu'une fois ce seuil est atteint, il est inutile d'augmenter la dose par voie vaginale. Il faut choisir une autre voie associée. Et c'est ce qu'a fait la Barta et Hall, qui ont montré qu'en fait, en introduisant la progestérone par voie subcutanée en plus de la voie vaginale, le jour du transfert d'embryons congelés, les taux de grossesse étaient comparables aussi bien chez les patients qui avaient un taux de progestérone initial inférieur au seuil que chez celles qui ont bénéficié de l'ajout de la voie intramusculaire. Donc, c'est une question très, très importante dans le cycle artificiel par rapport à ce concept nouveau d'individualisation du protocole selon la patiente, puisque, en fait, les femmes diffèrent donc selon leur indice de masse corporelle, selon la pathologie qu'elles peuvent présenter. Donc, il faut actuellement se concentrer sur ce concept-là dans le cycle artificiel et essayer d'améliorer les choses en adaptant la dose de progestérone à chaque population et en choisissant pour chaque centre le taux de progestéronémie le jour du transfert, le seuil de progestéronémie optimal qui permet d'obtenir le meilleur rendement en termes de taux de grossesse. Le deuxième concept pour le cycle artificiel, c'est le problème d'ovulation spontanée qui peut se produire dans 1 à 8% des cas et où les analogues agonistes de la GnRH pourraient donc donner de l'aide puisqu'ils peuvent éviter cette ovulation spontanée. Toutefois, si le taux de naissance vivante était supérieur quand on utilisait l'agoniste, mais seulement dans une seule étude où l'agoniste était de la biréline par voie nasale, les taux de grossesse, quand on utilisait les analogues agonistes dans les différentes études compilées et utilisant l'analogue agoniste avant le cycle artificiel, n'étaient pas modifiés. Il n'y avait pas de meilleur taux de grossesse quand toutes les études, avec quel que soit le type de molécule d'analogue, on ne retrouvait pas donc un bénéfice en termes de taux de grossesse. Bon, l'hétérogénéité des études, le type de molécule pourrait entraîner un biais d'interprétation et un biais dans les résultats, mais pour le moment, les analogues agonistes n'apportent pas de plus en termes de rendement de cycle artificiel. Chose très importante, c'est que l'antagoniste a été utilisé également, et en comparant l'antagoniste à l'analogue agoniste, il semblerait que cet effet bénéfique de prévention de l'ovulation spontanée soit traduit en termes de taux de grossesse dans le cycle artificiel. Seulement, il s'agit d'une seule étude qui a paru en 2009. Il n'y a pas eu d'autres études comparant l'antagoniste à l'agoniste. Donc, en attendant d'études nouvelles et d'études à large spectre, l'antagoniste reste une option au cours du cycle artificiel permettant d'améliorer les résultats du cycle artificiel. Alors, maintenant, quelle est la durée optimale de la progestérone avant le transfert embryonnaire? 4 essais randomisés seulement permettant d'analyser cette durée optimale. En tout cas, pour conclure, au vu de ces 4 essais randomisés, l'embryon clivé à J3, il doit être transféré vers le 4e jour de la progestérone, où P3, le P0 étant le premier jour de l'introduction de la progestérone. Et pour le J5, J6, c'est en fait P6, lorsque c'est un embryon, donc P6, donc 6e jour d'introduction de la progestérone, pour un blasto J5. Parfois, on peut congeler des J6, et dans ce cas-là,
le timing du transfert doit être adapté et ça sera le 7e jour et non le 6e jour d'administration de progestérone. Alors, la durée optimale après transfert, là aussi, c'est une question qui n'a jamais été étudiée dans un essai randomisé, mais la réponse, en fait, émerge de la physiologie, puisque la progestérone, en fait, devrait continuer jusqu'au switch trophoblast soutien lutéal, jusqu'à ce que le trophoblast prenne la sécrétion, le relais pour la sécrétion de la progestérone, donc jusqu'au 10e, 12e semaine de la grossesse, en attendant les études qui permettent de préciser la durée optimale. Maintenant, le cycle naturel vrai, donc comme son nom l'indique, c'est un cycle naturel. Donc, on va suivre la folliculogenèse, donc ce qui suppose que la femme est normo-ovulante et a des cycles réguliers. Alors, ce cycle, vous comprenez très bien qu'il est un peu lourd car il impose un monitorage assez particulier et assez régulier. Donc, un nombre de visites, un nombre de dosages et de tests sanguins assez important par rapport au cycle artificiel. Donc, il est beaucoup moins flexible que le cycle artificiel. Et donc, consensuellement, si c'est un embryon clivé à J3, le transfert sera à LH plus 4, donc LH étant le pic de LH, c'est-à-dire l'ovulation, et là c'est fait, pour le blasto, il va être transféré à LH plus 6. Donc le début est pareil comme le cycle artificiel, J2, J3, étant éliminé l'absence de kyste. Et la question de progestéronémie inférieure à 1,5 nanog par millilitre pour donner le signal de départ reste débattue. Pour la majorité, il faut que ce critère soit présent sans qu'il y ait d'études par rapport à cette question. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monitorage est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus régulier et beaucoup plus lourd. Le but, c'est de déterminer le jour de l'ovulation. Alors, le problème, si la progestéronomie remonte avant le pic de LH, est-ce qu'il y aurait un impact sur les taux de grossesse ou non? Alors, la dernière étude qui a essayé d'évaluer ce point, en fait, a montré que l'élévation simple de la progestéronémie juste avant le pic de LH au-dessus de 5 nanomoles par litre n'aurait pas d'impact. Mais par contre, c'est la durée de son élévation lorsqu'elle atteint 2 jours qui aurait un effet négatif sur les taux de grossesse. Donc, ce qui compte ici, c'est la durée de l'élévation de la progestérone avant le pic de LH et non son niveau. Alors, comment repérer le jour de l'ovulation? Plusieurs définitions, plusieurs seuils. Élévation de plus de 80% de la LH, une LH supérieure à 17, une LH supérieure à 17 accompagnée d'une diminution des deux oestrogènes, des signes échographiques nécessairement présents d'ovulation, donc une hétérogénéité des définitions sans qu'il y ait de consensus international. Donc, chaque centre va adopter donc, un seuil à lui. Donc, il y a ici nécessité de définir définitivement les critères d'ovulation en cycle naturel. Le cycle naturel modifié la ACG, donc il va provoquer l'ovulation afin de mieux programmer le transfert embryonnaire. Donc c'est un cycle qui convient plus au centre donc de PMA et aux praticiens puisqu'il permet plus ou moins de programmer le transfert. Donc ici, c'est l'ACG qui va être administré pour provoquer l'ovulation. Et donc si c'est un embryon clivé à J3, donc le transfert sera à ACG plus 5. Et si c'est un blasto, donc le transfert sera programmé à ACG plus 7. En fait, le monitorage, il est similaire au cycle naturel avec donc le déclenchement comme dans une stimulation spontanée lorsque le follicule est entre 16 et 20 mm. La question du soutien lutéal pour le cycle naturel ou pour le cycle naturel modifié donc, reste controversée. Deux méta-analyses, le taux de naissance vivante significativement plus élevé avec la progestérone
dans le premier essai, taux de grossesse à 12 semaines comparable entre les deux groupes. À défaut de preuves de qualité supérieure, la majorité des auteurs continuent à prescrire le soutien lutéal par précaution d'un défaut de folliculogénèse qui est passé inaperçu ou un défaut de soutien lutéal donc passé également non inaperçu. Alors la question ici qui se pose, est-ce que quand il y a un pic de LH et qu'on est dans le cycle naturel modifié, est-ce qu'il faut surseoir au déclenchement ou faire autre chose? Alors, la réponse à la première question, surseoir au déclenchement, semble être négative. Donc, il ne faut pas surseoir. Lorsqu'on détecte un pic de LH, comme cela a été analysé donc, dans cette étude qui a été publiée en 2020, donc lorsqu'on a un LH de plus de 20, on va continuer à injecter notre ACG pour programmer notre transfert d'embryon. Par contre, le timing du transfert embryonnaire doit être retardé lorsqu'il y a l'ACG par rapport au pic de LH. Et donc, le transfert sera à LH plus 6 lorsqu'il y a un pic de LH détecté, à ACG plus 7 lorsqu'il n'y a pas de pic de LH. Ainsi, ces auteurs ont montré que dans les deux groupes, en adaptant le timing du transfert à LH plus 6 lorsqu'il y a un pic et ACG plus 7, les taux de grossesse étaient comparables. Et donc, il faut juste une optimisation donc, du timing par rapport à cette question. Nous arrivons enfin au cycle stimulé, qui est très simple, qui correspond en fait à l'induction simple de l'ovulation, avec un timing qui sera en fait adapté à l'âge de l'embryon. Donc le J3 sera transféré à ACG plus 5 et le J5, J6 à ACG plus 7 par rapport à l'ACG comme dans le cycle naturel modifié. Alors plusieurs protocoles de la FSH, du létrozole ou du citrate de clomipène. Donc chacun utilise donc ce qu'il a, ce qui pense le plus adapté, mais les résultats semblent comparables en termes donc, de taux de grossesse par rapport à ces trois molécules, avec une petite supériorité, nous allons le voir tout à l'heure, avec le létrozole. Alors, le soutien lutéal, certes de pratique courante, mais nécessité d'essais randomisés pour confirmer sa place, là aussi, puisqu'il y a un corps jaune induit. Alors, comparant ces protocoles, et nous allons commencer par le cycle naturel modifié. Alors, là, c'est une dernière revue de la littérature, c'est une méta-analyse internationale donc, publiée en janvier 2021 qui a colligé toutes les études, alors, montrant un taux de naissance vivante comparable, comparant donc le cycle naturel au cycle naturel modifié. Maintenant, cycle naturel et cycle artificiel. Donc, vous voyez ici que le taux de naissance vivante était comparable cycle artificiel versus cycle naturel au cycle naturel modifié, mais que les taux de grossesse clinique étaient un petit peu plus élevés par rapport au cycle naturel modifié dans le cycle artificiel, bien que les taux de naissance vivante étaient comparables. Donc finalement, le cycle artificiel ne fait pas mieux que le cycle naturel et le cycle naturel modifié en termes de taux de grossesse. Et c'est une donnée, une notion très très importante pour nos conduites, surtout dans les situations que nous avons, comme celles que nous avons vécues dernièrement, où les oestrogènes puis la progestérone manquaient dans notre pays pour la voie orale. Alors, cycle naturel, cycle artificiel, là aussi, donc une petite donc, tendance à la supériorité qui n'a pas été qui n'a pas été retrouvée globalement d'une manière significative. Donc, taux de naissance vivante comparable, donc entre cycle artificiel et cycle naturel, ou cycle artificiel, cycle naturel modifié
Et donc, ceci a été reconfirmé par cette méta-analyse récente de 2021. Enfin, cycle stimulé, cycle artificiel, là aussi, les taux de grossesse et les taux de naissance vivante sont comparables. Il n'y a pas de supériorité du cycle artificiel par rapport au cycle stimulé. Donc, par contre, lorsqu'on voit le létrozole, il y a une petite tendance à avoir des taux de grossesse cliniques meilleurs. Toutefois, les études sont vraiment limitées et la taille des échantillons est limitée par rapport au létrozole et nécessite une confirmation quant à la supériorité du létrozole en stimulation, en cycle stimulé par rapport au cycle artificiel. Ici, donc, vous voyez comment le cycle artificiel, donc, en bas du tableau, la dernière case du bas du tableau, donc c'est le dernier à avoir un taux de naissance vivante satisfaisant. Donc, c'est le cycle stimulé avec les gonadotropines et les anti-aromatases qui l'emportent franchement par rapport au cycle artificiel en termes de taux de naissance dans cette méta-analyse récente qui est plus exhaustive et plus récente que celle de la Cochrane. Donc, tendance à avoir pour le cycle stimulé meilleur taux de naissance par rapport au cycle artificiel. Alors, il ne faut pas comparer les protocoles uniquement par rapport au taux de grossesse. Il faut aussi voir le pronostic maternel et le pronostic fœtal. Et là, les données dans la littérature sont en train de changer, puisqu'on voit qu'avec le cycle artificiel, il y a plus de pathologies hypertensives induites par la grossesse, ce qui est logique par l'administration d'une dose importante d'hormones à l'organisme maternel. On voit plus d'hémorragie du postpartum, donc aussi bien dans en comparant le cycle naturel par rapport au cycle artificiel que le cycle naturel modifié par rapport au cycle artificiel. Donc c'est une vraie tempête dans la littérature par rapport aux données récentes concernant le pronostic materno-fœtal avec le cycle artificiel comparé au cycle naturel et le cycle naturel modifié, qui en même temps regagnent du terrain en termes de taux de grossesse, puisqu'ils paraissent équivalents en termes de taux de grossesse au cycle artificiel. Là aussi, pour le pronostic fœtal, les faibles poids de naissance, la mortalité périnatale est augmentée d'une manière significative avec le cycle artificiel par rapport au cycle naturel et par rapport au cycle naturel modifié, ce qui appelle à une révision des conduites et par rapport à la considération du cycle artificiel comme le protocole utilisé en première intention. Donc, on est appelé à la vigilance par rapport essentiellement aux nouvelles données de la littérature pour le pronostic materno-fœtal, donc obstétrical et périnatal. Alors, y a-t-il un bénéfice à prescrire l'aspirine à faible dose pour le transfert d'embryons congelés, avant le transfert d'embryons congelés? C'est une seule étude qui a montré donc, une légère supériorité donc, en termes de taux de grossesse et de taux de naissance vivante, mais ça reste un essai solitaire, donc à confirmer dans l'avenir qu'une faible dose d'aspirine à 100 mg par jour donc, pourrait améliorer les taux de grossesse. Sur le plan physiopathologique, c'est compréhensible puisqu'il permet une meilleure placentation qui risque d'être touchée dans un milieu hormonal et endocrinien très perturbé par l'administration d'œstrogènes à forte dose dans le cycle artificiel. D'ailleurs, c'est une étude qui a montré l'effet de l'aspirine dans les techs avec cycle artificiel. Alors, y a-t-il une place aux corticoïdes, immunosuppresseurs, immunomodulateurs et anti-inflammatoires? Là aussi, la réponse est négative, puisque dans cette méta-analyse qui porte sur 160 patientes, les taux de grossesse et les taux de naissance vivante restent comparables. Finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est pour le cycle artificiel, donc nécessité d'individualisation du traitement en adaptant la dose et surtout la voie de la progestérone à chaque patiente. La non-infériorité du cycle naturel modifié par rapport au cycle artificiel nous interpelle à modifier notre attitude thérapeutique en TEC
en première intention, puisque les taux de grossesse sont comparables avec un meilleur pronostic materno-fœtal. Et le cycle stimulé reste une option aussi valable que le cycle naturel modifié pour celles, bien sûr, qui ont des problèmes donc, de dysovulation et qui ne sont pas candidates au cycle naturel modifié. Les données relatives restent encore limitées et la nécessité donc, d'études à large spectre est donc soulignée. Finalement, on ne fait pas mieux que la nature, même dans les processus sophistiqués et assistés de la vie courante. Donc, plusieurs études sont en cours, comme le NatuPro, qui va en fait trancher définitivement quant au pronostic materno-fœtal donc, dans les cycles artificiels par rapport au cycle naturel modifié. C'est une étude qui va finir en juillet 2023 sans recrutement et qui permettra peut-être d'ajuster donc les attitudes thérapeutiques et de modifier notre conduite dans le transfert d'embryons congelés. Et donc, je finis par encore vous remercier et par dire que finalement, on ne fait pas mieux que la nature. Je vous remercie. Merci, Dr Fqih, pour cet éclaircissement concernant la préparation de l'endomètre pour TEC. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant de clore ce beau congrès? Oui, oui. Bonjour, Marie. Bonjour, c'est Mahmoud. Il m'a semblé que tu n'as pas parlé de l'endomètre. Oui. Je me trompe? Ou est-il vrai parce que on a de temps en temps, on tombe sur des endomètres désespérément fins et on ne sait pas trop quoi faire. As-tu une solution? Je suis tout à fait d'accord, mais en fait, le temps alloué ne me permettait pas de traiter cette question. C'est vrai que l'endomètre fin reste une question très débattue. Alors, faut-il augmenter la dose de progestérone? Faut-il prolonger la progestérone? Faut-il changer pas la progestérone, l'oestrogène, pardon. Donc, peut-il changer la voie des oestrogènes, donc, ou passer à une autre voie? Donc, plusieurs options ont été utilisées. Est-ce qu'il faut rajouter autre chose pour essayer le dusildenafil à la panto, etc., à l'aspirine, donc, faut-il faire ça? Donc, la question, en fait, n'a pas été résolue dans la littérature et on reste à notre fin. Donc, ce qui est sûr, c'est que vu que la durée de l'administration des oestrogènes peut aller jusqu'à 36 jours avant le transfert d'embryon, sans que ça retentisse sur les résultats de la grossesse. Donc, l'option de prolonger la dose des oestrogènes, d'augmenter la dose des oestrogènes, donc restent les solutions donc, les plus adéquates actuellement. OK. Oui, docteur Foulat. Bonjour Mariam, je te remercie pour cette conférence très complète. Je voudrais attirer ton attention sur le transfert des blastocystes à J6. Ce sont des blastocystes de développement un peu long. Et à la lumière de ce qu'on voit publié dans la littérature, ces blastocystes-là devraient être considérés comme des blastocystes de J5, c'est-à-dire que sur un cycle de TEC, on devrait les transférer au 6e jour du trogestan et pas le 7e jour du trogestan pour pouvoir les synchroniser avec l'endomètre. En fait, il y a une étude récente qui a comparé 6e jour versus 7e jour de progestérone, justement dans les blastos développés jusqu'à J6. Il semblerait que les taux de grossesse sont comparables, mais quand on transfère à plus que J6, plus à J7, donc les taux d'avortement seraient moindres. Donc c'est pour ça que les données actuelles sont à adapter le jour du transfert par rapport au stade de développement de l'embryon et qu'un embryon qui est à J6
devrait être donc transféré donc le 7e jour de la progestérone, donc de l'administration de la progestérone et non le 6e jour. Je te remercie. Merci beaucoup. D'accord. Merci, Dr Fqih, pour cette belle communication. Je tiens à féliciter le bureau de la STGO pour leur réussite et la réussite de la concrétisation de ce beau congrès. Et je passe la parole au président, Dr Bachir Zouab. Merci, cher ami Mounir Ajin. J'invite les membres du bureau à me rejoindre. Je remercie l'assistant, je remercie les conférenciers, je remercie les modérateurs qui ont accepté et donné de leur temps aussi précieux. J'estime qu'on a essayé de répondre aux exigences de certains et des autres, aussi bien dans l'obstétrique, la gynécologie, l'oncologie et la PMA. On va évaluer cette année ces modifications dans la conception de ce congrès. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, aux prochaines échéances de la STGO qui sont assez variées, assez riches et deviennent nombreuses. Et la première échéance après ce congrès, ça sera la session de la STGO au sein du congrès de la TME, samedi après-midi, le 10 à Sousse. Donc vous êtes conviés, le 11. Vous êtes conviés au congrès de la TME à Sousse le 10 et le 11 décembre 2021. Je vous souhaite un bon week-end et à très très bientôt. Merci tout le monde.